Mesdames et messieurs, bonjour chers téléspectateurs, merci de prendre ce rendez-vous, un continent de défis mais aussi de potentiel de richesse inestimable. C'est également le continent où beaucoup de questions restent en suspens quant à son développement. Aujourd'hui, on ne se contente plus de parler de l'avenir de l'Afrique, on cherche plutôt à le façonner et au cœur de cette équation, le rôle des leaders politiques. Quelle est leur part de responsabilité dans le développement? Sont-ils à la hauteur des défis colossaux qui nous attendent? Ce matin, nous posons les vraies questions, nous disséquons les obstacles, explorons les pistes de solutions et surtout nous nous projetons vers demain car le Bénin, comme le reste du continent, doit répondre à l'appel du futur. Nous tentons des éléments de réponse dans une franche de ce dimanche. Et puis, en 2026, comme vous le savez, mesdames et messieurs, qui sera aux commandes? Comment le prochain président de la République doit-il être? Quelles compétences doit-il avoir pour porter haut les aspirations de tout un peuple? Ce sont des échanges sans filtre qui nous attendent dans les 60 prochaines minutes avec notre invité, Ilanon Raymond Zekpa. Monsieur Zekpa, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes un Béninois de la diaspora vivant en France où vous êtes élu municipal et communautaire, élu à la Chambre de commerce et d'industrie de Nancy, dirigeant de 2 campus. Bref, c'est un profil bon pour le job ce matin. Eric, bonjour. Bonjour Franck Arnaud, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Monsieur Zekpa, bonjour. Bonjour. Vous avez été également directeur d'un organisme de gestion de fonds social européens. Vous êtes aussi introduit dans le monde du football pour avoir été président du club de foot pendant 5 ans. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Le tout dernier, Deviens leader coach pour impacter le monde, préfacé par Georges. Allez, alors dans nos recherches, nous sommes tombés sur une appellation couteau suisse. Pourquoi on vous appelle comme ça? Il faudra peut-être poser la question aux gens. Bon, moi j'aime bien faire ce que j'ai envie. Je n'ai pas de limite dans la recherche intellectuelle et surtout dans la technicité. Quand je vois que quelque chose rentre dans mes cordes, je le fais. J'y arrive parce que j'ai des équipes avec qui je travaille et je délègue beaucoup. Voilà, donc couteau suisse... je ne sais pas. Franck, nous sommes en sécurité. On est en sécurité. Est-ce que vous faites tout ce dont vous avez envie en termes de recherche intellectuelle? N'y a-t-il pas une certaine dépendance à la chose? Non, pas du tout. Il faut savoir déjà quelles sont ses limites. On ne peut pas se mentir à soi-même. Nous avons des limites. Moi, je me suis mis à écrire parce que j'en éprouvais le besoin depuis des années. Et je me dis, moi qui fais de la jeunesse mon cheval de bataille, je dois pouvoir quand même aussi les aider en leur proposant un chemin, qu'il soit bon ou pas, mais au moins essayer avec eux un chemin, puisque beaucoup me prennent pour référence, moi si petit. Donc du coup, c'est pour ça justement ce livre, ça s'adresse déjà d'abord à la jeunesse cadre de notre pays et de notre continent, pour que enfin on puisse aussi faire parler dans le concert des nations de l'intelligentsia africaine, qui, surtout francophone, qui peine à s'organiser et à sortir du lot. Les anglophones n'ont pas ce problème-là. Et nous, on a un retard terrible dans tous les domaines, que ce soit en matière de santé, technologie, en matière de production intellectuelle. Et on doit pouvoir se regrouper et faire telles les querelles que nous ont léguées ceux qui nous ont colonisés pour pouvoir aller sortir, parce qu'on a du potentiel. Et cette réponse qui nous met dans le vif du sujet, quelle perception globale avez-vous du développement de l'Afrique d'aujourd'hui? L'Afrique aujourd'hui... heureusement, commence par prendre conscience de son propre potentiel à travers On a une génération de cadres nouveaux qui sont des techniciens et des technocrates. Pendant longtemps, on a eu des gens qui ont été, certes, fait des études, des formations, mais qui sont beaucoup plus, qui commande comme un militaire dans le temps. Aujourd'hui, le leader, ce n'est plus ça. Le développement de l'Afrique court quand même un risque. C'est les néo-panafricanistes qui n'ont pas d'idéologie, mais qui ont une idéologie de vengeance par rapport
au colonialisme, par rapport à l'impérialisme, etc. C'est le seul danger que court l'Afrique aujourd'hui. En quoi c'est un danger? Il revendique cette énorme... Il revendique ce que je respecte, mais il n'y a pas de vision de développement réel. Ils n'ont plus envie que nous revivons certaines choses, certaines pratiques. Moi, je suis d'accord. Le développement endogène dont tout le monde parle, ça ne peut pas se faire sans partenariat extérieur. Mais ces personnes font fi de tout ce qui est... On confond une notion de partenariat et une notion de dominant. Pour certains, aujourd'hui, aller négocier avec la France, les États-Unis, le Japon, etc., c'est parti en dominer. Non, il faut savoir aller discuter de pair à pair. C'est cette posture qui nous manque aujourd'hui et on doit la construire. On ne se lève pas un jour pour dire je veux être au concert des nations sans avoir quelque chose à proposer, sans être incontournable. On doit devenir incontournable. Et les pays africains, le principal défaut, c'est chacun pour soi. D'où moi, on en parlera peut-être, j'en sais rien, mais d'où moi je suis très OK avec ce que le président a dit la dernière fois au Nigeria. La coopération sud-sud, c'est ça qui fera de nous un acteur important dans le Conseil des Nations. Vous voyez le président Trump aujourd'hui, c'est l'Amérique et l'Amérique d'abord. Nous, on n'a jamais dit l'Afrique d'abord, à part les incantations du panafricanisme, d'idéologie, d'utopie. C'est fini ça. Mais est-ce que nous avons toujours quelque chose à mettre sur la table lorsque nous allons pour négocier de pair en pair, tel que vous le dites, les autres, ils ont de l'argent peut-être prêts à venir investir dans votre pays. Nous y allons sans grand-chose souvent. Ils ont de l'argent, mais l'argent ne fait pas tout. Nous avons les matières premières et aujourd'hui, tous les pays n'en ont pas. Oui, tous les pays n'en ont pas. D'où la mutualisation. L'Afrique ne sait pas le mot mutualisation. Hein? Et les gens viennent avec de l'argent, certes, mais aujourd'hui, c'est probant que la plupart des cadres africains ont la technicité qu'ont les cadres européens. Et ça, c'est important dans le concert des nations. Le développement avant, c'est quoi? La coopération avant, c'est que les Occidentaux viennent avec de l'argent et nous imposent ce qu'on doit faire. Et nous imposent qui doit faire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'Afrique, vous ne pouvez plus faire ça au Bénin, par exemple. Parce que le Bénin regorge de cadres, de techniques. Il faut faire un mélange, un savant mélange de la technicité occidentale et de la technicité européenne. On a tous été aux mêmes écoles aujourd'hui avec eux. Ils ne peuvent plus nous raconter des calambrodènes. C'est les mêmes écoles qui nous forment. Avec la nouvelle technologie, on apprend les mêmes autodidactes aujourd'hui. On peut rivaliser, surtout dans le numérique. Moi, je connais des Béninois aujourd'hui qui rivalisent avec mes étudiants en numérique en France, et de loin. Donc, c'est une question d'organisation, c'est une question de vision des dirigeants, et malheureusement, aujourd'hui, les visions sont mélangées à l'idéologie. Comment expliquez-vous justement le fait que certains dirigeants se laissent encore clochardiser par, ceux qu'on appelle les bailleurs de fonds et ainsi de suite, qui ne pèsent pas très bien dans la balance lorsqu'il s'agit d'aller exposer les potentiels et tout, si bien que les ressources, pour ceux qui en ont encore dans leur pays, sont mal exploitées, ça ne profite pas au pays et les populations vivent encore dans la pauvreté. Parce que nous avons quelques dirigeants qui ne prennent pas le temps de connaître la psychosociologie de la population, de quoi ils ont besoin, d'où ils viennent. Quand vous prenez le Bénin, le Béninois du Sud n'a pas les mêmes besoins que le Béninois du Nord, psychologiquement, intellectuellement, culturellement, si vous voulez. Ces personnes se retrouvent à des hauts sommets et n'ont rien à dire. Donc, que de subir. Et généralement, il ne faut pas se leurrer. Beaucoup de dirigeants sont là juste pour les pommes. Les élections, c'est pour... voilà, comment dire, on sacrifie la jeunesse pour se faire élire sans même savoir de quoi elle a besoin. Et à ce moment-là, comment voulez-vous avoir une vision, une programmatique et pouvoir le porter au nom de l'Afrique? C'est pas la faute aux dirigeants. Quand ils viennent pour les élections, ils disent présenter des projets de société, ils disent avoir une vision de développement,
Mais si la jeunesse aussi se laisse manipuler, c'est pas la faute à ces dirigeants, non? Est-ce que c'est de la manipulation? C'est parce que pendant longtemps, celui qui est le meilleur, c'est celui qui parle bien français. C'est celui qui... Nous avons eu des cas dans ce pays. Je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas blesser les gens, mais le Bénin a connu ça. Où c'est celui qui vient parler, bien parler, sort de l'argent pendant les campagnes, qui est le meilleur. Et le peuple... comment dire, l'intelligence du peuple n'est pas mise à épreuve, à contribution. Il n'y a aucune co-construction avec le peuple. Dans d'autres pays, un programme de campagne se co-construit avec les représentants, les couches sociales du pays. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, pour certains pays, les gens construisent, et ça, c'est vertical. Mais c'est fini, ça. La jeunesse africaine est en train de couver, là. Ça va être... d'ici 5-10 ans, ça ne sera plus le cas. Ils vont se réveiller. Hein. Nous, on va passer et puis vous avez ils vont prendre le pouvoir. Vous avez commencé par l'évoquer. Est-ce que selon vous, les leaders, nos leaders africains, ont-ils une vision de développement claire? Pendant longtemps, on a le sentiment que la réponse, ce n'est pas la négation. Est-ce que selon vous, les choses ont changé? Je pense que les choses peuvent changer. Moi, je prends souvent comme parallèle mon pays avec d'autres. Mon pays, le Bénin, avec d'autres. Vous avez vu la conférence nationale des forces vives de la nation. Moi, je l'ai vécu, j'avais 21 ans. J'ai vécu la conférence de la première à la dernière minute. Et ça a fait école en Afrique. Pour des fortunes diverses. D'accord. Le peuple béninois a ce génie qu'il invente des choses qui font école. Aujourd'hui, les 10 dernières années, nous avons inventé une vision claire. On sait où nos dirigeants vont aujourd'hui. Et je pense, vous êtes des acteurs avertis de la chose politique. Moi, je ne suis pas commentateur politique. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, le Bénin est pris en exemple comme modèle de développement. Et on doit en être fier. Je disais la dernière fois que le Bénin ne suit plus la marche du monde, mais que le Bénin l'impose. Donc ça va venir de nous forcément. Et je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Des dirigeants voient ça, les peuples voient ça, et vont commencer par dire aux gens, vous voyez, ce qui se passe au Bénin, c'est ce qu'on veut. Et là, ils n'auront plus le choix. Votre analyse de la chose, est-ce que c'est partagé par l'ensemble de vos confrères de la diaspora, parce qu'on entend de vives critiques à l'endroit des dirigeants béninois sur le plan de la liberté d'expression, sur le plan des principes démocratiques? Il y a quand même des critiques. Vous le dites un peu comme si tout est rose. Tout n'est jamais rose dans un pays. Mais mes frères de la diaspora, je suis de la diaspora, j'ai des contentieux avec certains. Sur ce sujet, contentieux politique. Je le crains, pas forcément politique, de perception des choses. On ne peut pas confondre rigueur et raideur. Culturellement, le Bénin a besoin d'un chef fort. Regardez toute notre histoire politique. Et notre histoire des royaumes, surtout le plus puissant. Entendons-nous sur le mot fort. Qu'est-ce que vous y mettez? Respectable, respectueux. Ce ne sont plus autant de... Je ne parle pas d'autocratique. Non, le pouvoir vient de là. Qu'est-ce que je veux dire? Les pères de notre constitution ont bien compris, par exemple, que le régime semi-présidentiel ne marchera jamais au Bénin. On renversera le gouvernement toutes les 5 semaines, au gré des humeurs des députés. Et ils ont posé un principe clair. Le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée et l'Assemblée ne peut pas demander au président de se démettre ou le démettre. Donc on est obligé de négocier, en fait. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche. C'est le chef. C'est comme ça dans nos cultures. C'est comme que vous soyez au nord ou au sud, au moins on a ça de commun. Et la voix du chef porte. Mais on peut aussi aller dire au chef, ça... il y a problème. Il faut qu'on en discute. Vous pensez que c'est toujours d'actualité au Bénin? Non, je ne dis pas que c'est d'actualité. Je dis notre système politique vient de là. Notre système politique tient compte de notre culture pour pouvoir être pérenne. Vous voyez, sinon on aurait
comme de l'instabilité dans ce pays-là, etc. Je ne dis pas qu'aujourd'hui on est dans la dictature, etc. Nous avons un régime qui marche, il y a un chef qui donne le cap, il y a un chef qui suit. Quand ça ne va pas, sûrement il tape du poing sur la table. Il n'est pas un gongonneur comme certains qui passent à la télé intempestivement. Je le disais la dernière fois, il remanie pas son gouvernement pour satisfaire certaines, pour assouvir certaines soifs. Mais il est là, il a sa programmatique. Et puis, vous voyez, moi, ce qui m'a touché dès le départ, c'est que le chef de l'État a fait une pédagogie en présentant le PAG. On n'a jamais vu ça dans ce pays. En venant à la télé, en invitant ses ministres pour que chacun puisse expliquer ce qu'il y a fait en 5 ou 10 ans dans son secteur. Le peuple est au courant, le peuple sait ce qu'il veut faire et on y va. Il a dit au cours de son mandat, non? Avant d'être élu, quand il allait au contact des populations, il a décliné un peu ses objectifs en prenant le pouvoir. Oui, il a dit, mais il a fait plus de la pédagogie en le présentant, en le formalisant dans un document, le PAG. Quand il le disait en campagne, il n'y avait pas encore les ministres, ceux qui l'entouraient ne savaient pas quel rôle ils allaient jouer. Après l'élection, chacun a eu ses responsabilités. Il vient, tu viens devant le peuple, tu lui expliques ce que tu vas faire dans ton département ministériel, etc. Il y a des structures qui ont été créées, des agences nouvelles pour pouvoir décentraliser le pouvoir. Vous voyez, le chef aussi décentralise le pouvoir, délègue, etc. Avant, tout était concentré et il ne pouvait pas faire grand-chose parce que il signait que des papiers qu'on lui présentait, etc. Aujourd'hui, il décentralise, il fait confiance, les ministres font leur job, les gens qui sont à la tête des agences font leur job. Après, rien n'est parfait, il y a toujours des ajustements et forcément, les ajustements se font dans la discrétion et c'est ça qui fait la force d'un gouvernement. Puisque vous citez le Bénin comme exemple en termes de modèle, alors un président fort, c'est ce que nous avons aujourd'hui? Qu'est-ce que vous entendez par fort? C'est vous qui avez utilisé le mot fort. Non, quand je dis... Tu crois que c'est ce qui nous manquait, c'est ça? Non, je dis depuis la conférence nationale, les pairs ont bien parlé d'un régime présidentiel fort. D'accord. Vous êtes bien au courant que c'est ce que le professeur Aranrazo avait dit. Bon, je ne fais que répéter ce que le professeur Aranrazo avait dit dans son temps. Nous voulons un régime présidentiel fort. Parce que ils anticipaient déjà ce qui s'est passé au Congo avec Pascal Lissouba, où il était Premier ministre, et il a été renversé, etc. C'est ce que certains voulaient, parce qu'on voulait copier béatement le modèle français. Vous voyez, et pour pouvoir donner cette facilité d'instabilité et de chantage, comme nous l'aimons bien au Bénin, pour certains hommes politiques à notre système. Et puis, ils ont voulu éviter ça. Moi, c'est mon avis. Ça peut être faux, on peut le partager. Ça ne me dérange aucunement. Voilà. Mais pour vous, Patrice Talon, vous le voyez comment en homme d'État? C'est un chef d'État. C'est un vrai homme d'État, Patrice Talon. Pour moi, je ne suis pas turiféraire. Hein. Mais quand j'aime, je le dis. Quand j'aime pas, je n'ai pas froid aux yeux de le dire non plus. Patrice Talon, pour moi, aujourd'hui, c'est le président qu'on n'a jamais eu de toutes les 65, c'est 65 ans maintenant, années de notre indépendance. Vous avez vu en 10 ans ce qui se passe. On a un réel projet de développement. Il a pris des mesures pour lutter contre la corruption. Aujourd'hui, au niveau de la jeunesse, il y a ce qu'il faut pour que, au niveau de la formation professionnelle, ça se passe bien. Vous voyez, il y a quelques années, un soudeur se formait au bord de la rue. Un couturier, c'était au bord de la rue. Aujourd'hui, on commence dans ce domaine-là, je le connais, parce que c'est mon métier par ailleurs. Ce domaine est en train d'être organisé pour que les gens soient professionnalisés. Vous ne pouvez pas donner de l'avenir à la jeunesse si en amont, vous ne lui donnez pas les outils de développement et d'épanouissement social. Vous pensez que c'est ce qui se fait aujourd'hui? Je pense que c'est ce qui se fait aujourd'hui. Alors, en utilisant le mot fort, en tout cas, peut-être que pour nos concitoyens, c'est aussi cette même lecture qu'ils font en observant le chef de l'État, un homme fort,
Et peut-être selon certaines critiques aussi, c'est peut-être cet homme fort qui écrase tout sur son passage. Non. Que répondez-vous à ceux qui font cette lecture de la personne de chef de l'État? Non, non. Vous savez, on dit souvent qu'on voit le monde comme on est. Et ceux-là, j'en connais certains, ils sont comme ça. Et moi, je ne rentre pas dans ce débat. Franchement, je ne rentre pas dans ce débat. Et je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas confondre rigueur et raideur. Pour diriger le Bénin, il faut être doux et ferme à la fois. Doux parce qu'il faut être bienveillant, ferme parce que quand le travail demandé n'est pas fait, on tape du poing sur la table. C'est simple que ça. Sinon, vous n'êtes pas un véritable leader pour moi. Le leader, c'est pas celui qui, comme on le dit, le développement d'un pays, c'est pas de l'affect, c'est du factuel. Pour moi, en tout cas, c'est pas de l'affect, c'est du factuel. C'est tout un peuple. On ne peut pas se satisfaire du corporatisme ou une petite classe politique. Non, mais c'est tout un pays. Et si vous mettez de l'affect dedans, vous ne pouvez jamais rien faire. Ça veut dire que si vous mettez de l'affect, vous tenez compte des états d'âme des uns et des autres et vous n'avancerez jamais. La douceur, ou alors la douceur dont vous parlez, faut Oui. être doux et ferme en même temps. Oui. La douceur, ça va se mesurer à quoi? À quel niveau? La douceur se mesure à la bienveillance. Moi, je trouve mon président bienveillant. Ah oui. Oui. Vous avez des anecdotes à nous raconter pour convaincre les Béninois, parce que bon. Ah mais moi je suis pas là pour convaincre les Béninois, j'aspire à rien, Ben, donc je fais un constat avec vous. Il faut nous convaincre alors, nous deux. Non, mais je vous donne un seul exemple. Après, ça dépend de comment on voit la notion de bienveillance. C'est ça. J'étais devant la télé une fois et puis quelqu'un disait au président, je crois l'argent ne circule plus dans le pays. Le mec, il a pris son calme, il lui dit, tu as ton salaire? Oui. C'est quoi le reste? C'est de la bienveillance. Oui, c'est de la bienveillance. Il lui a pas... ça ne l'a pas énervé, il n'a pas... C'est de la rigueur. Il dit... Parce que l'argent ne circule pas dans le pays, vous savez ce que c'est. Vous le savez très bien. Dites-le. C'est de la corruption. On veut avoir votre avis sur la question, votre surtout lecture. en termes d'observateur extérieur. Oui. L'argent ne circule plus dans le pays. À quoi vous... Faites allusion. Mais c'est de la corruption. D'accord. Les gars. On ne va pas se mentir. D'accord. C'est de la corruption, il s'agit. D'accord. Comment vous pouvez puissiez comprendre que quelqu'un qui a un poste d'agent administratif ou pas puisse avoir une maison à 4 étages? C'est où le problème? Le problème, c'est que moi, aujourd'hui, si je gagne 500 000 francs CFA, je ne peux pas construire ça. Il fait la terre. Le président de la République nous a montré également ce chemin. Il fait la terre. Il est par ailleurs peut-être. Il fait zème dans la nuit. Vous n'en avez aucune. Pas tous. Vous avez. Pas tous. Il fait Pas de, tous. il fait de la pisciculture. Avant le gouvernement de la rupture, on en connaissait. Moi, je connaissais des chauffeurs qui ont des maisons qui n'ont aucune terre. Hein, d'accord. Alors, monsieur Raymond, ça, ce que vous dites, ça arrive. C'est possible. Je ne suis pas radical dans ce que je dis. Je donne cet exemple pour dire ça a existé. D'accord. Voilà. Vous revendiquez en tout cas les actions du président Patrice Talon à la tête de notre pays. Vous trouvez qu'avec lui, le Bénin avance, le Bénin évolue, mais nous sommes dans une démocratie. Pour certains observateurs, c'est que avec cette gouvernance, on s'écarte un peu des principes et valeurs de la démocratie avec Patrice Talon. Quand on me dit ça, je demande où? C'est quel aspect? Sur quoi on se base pour dire qu'on n'est pas dans une démocratie? Une démocratie, ça se construit. Nous sommes d'accord? Oui. Et on ne peut pas faire la lecture de notre démocratie à l'aune des démocraties occidentales. Nous ne venons pas du même monde. Vous voyez? Et généralement, l'analyse est biaisée à ce niveau-là. Où on dit, bon, généralement, on compare avec la France. Très souvent, nos hommes politiques comparent avec la France. Et là, l'analyse... c'est l'idéal pour eux. Pardon? Pour eux, c'est l'idéal, la France. La France ne s'est pas construite en un jour. La France s'est construite pendant des décennies et même des siècles. On ne peut pas construire une nation en 10, 15, 20 ans.
surtout sur le plan politique. Et moi, je ne vois pas où est le problème de manque de démocratie au Bénin. Franchement, je ne sais pas où c'est. Vous ne voyez pas? Non, moi, je ne vois pas où c'est. On a une assemblée. J'entends des critiques. Vous savez, pendant longtemps, j'ai entendu des critiques. Et les critiques, pour moi, ce n'est pas mon problème aujourd'hui. Je vous parle sincèrement. Ce n'est pas mon problème. Parce que pour moi, il n'y a pas de problème de démocratie. On vote des lois qu'on exécute. Alors, quand vous dites que les problèmes ne sont pas... Enfin, les critiques ne sont pas vos problèmes, mais dans une démocratie, on voudrait bien aussi qu'il y ait, je dirais, des appréciations critiques pour amener un gouvernement à bien revoir certaines choses. Non, mais quand vous aimez quelqu'un, les critiques, vous le dites pas en public. Tout le monde n'a pas accès au chef de l'État. Moi, je n'ai pas accès au chef d'État non plus. Justement. Mais le chef d'État a des collaborateurs. On peut faire passer des messages. On ne peut pas venir fanfaronner à la télé qu'on soit opposant ou mouvancier. Vous voyez? Moi, je suis factuel. J'aime ce que mon pays est devenu aujourd'hui. Ce n'est pas parce que c'est Patrice Talon. À quel prix, à quel sacrifice, ça ne vous intéresse pas? À quel sacrifice? Tout pays fait des sacrifices. C'est quoi le sacrifice aujourd'hui? Il y a peut-être la question que je ne comprends pas bien. Peut-être que vous la précisez et je vous donnerai mon avis sur la question. Aujourd'hui, nous avons des résultats au plan économique, des infrastructures en même temps. Mais quand vous écoutez les opposants qui vous parlent des exilés, qui vous parlent des prisonniers politiques, qui vous parlent des personnes qu'on arrête parce qu'elles auraient porté des critiques, on se pose la question, est-ce que nous sommes dans le même Bénin que nous avons connu depuis 90? Ou des exilés politiques. En fait, quand vous êtes homme politique et vous tombez sur le coup de la loi, c'est très facile de dire c'est parce qu'il est homme politique qu'on le punit. Ça arrive en France aussi. Si vous voyez un peu le parallèle avec Marine Le Pen aujourd'hui, elle a des problèmes de corruption, elle a été condamnée, mais tous ses sbires et ses partisans disent que c'est parce qu'elle est femme politique, c'est parce qu'elle est opposante qu'on veut la mettre en prison. C'est la même chose qui se passe chez nous. Il faudra à un moment donné être lucide. Si vous êtes homme politique et vous tombez sous le coup de la loi, ce n'est pas le problème du président de la République. Ce n'est pas le président de la République qui va aller vous sortir de là parce que vous êtes opposant ou vous êtes homme politique. Un homme politique, la première des choses, c'est de respecter les lois sur lesquelles il a été élu. Et s'il tombe sous le coup de la loi, moi, je ne trouve aucune... je lui trouve aucune situation atténuante, encore plus. Lorsqu'on fait la lecture de la gouvernance du Bénin de 2016 à aujourd'hui, oui. Est-ce que vous avez au moins noté quelques points qu'on peut appeler points d'insatisfaction? Si vous avez eu quand même des points assez, disons, satisfaisants, vous avez noté quand même quelques points d'insatisfaction qu'on pourrait améliorer pour le bien du pays. Moi, je parlerai que de ce que je connais. Je vois venir la question. vous lâchez pas l'affaire. On va aller de manière méthodique. Allez-y. Je parlerai de ce que je connais, de ce que je sais faire. Si je prends tout ce qui est du domaine de la santé. Oui. Pendant longtemps, nous avons confondu gouvernance sanitaire et gouvernance hospitalière. Et depuis 10 ans, il y a une vraie stratégie sanitaire. La gouvernance sanitaire, elle est là, palpable, etc. Maintenant, il reste à définir une réelle politique de gouvernance hospitalière. Parce que nos hôpitaux, aujourd'hui, ont besoin d'entrer dans une nouvelle dimension. Et ça reste à faire. Ça fait un. Ça fait un. Parce que vous en voulez plusieurs. Au niveau de la formation professionnelle dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'il faut pousser un peu plus loin la réflexion. Moi, je prends souvent comme modèle le modèle suisse, que je connais très bien pour y avoir vécu. C'est le modèle dual. C'est-à-dire que quand le jeune homme sort de ce qu'on appelle le CO, c'est l'équivalent entre le collège et le lycée, on sait déjà s'il prend la voie de l'apprentissage ou s'il prend la voie classique. Qu'il prenne l'une ou l'autre voie, il peut devenir docteur. Il peut avoir un master en menuiserie. Il peut avoir ça. Je pense qu'on doit avoir une certaine réflexion à ce niveau-là pour la jeunesse. Parce que l'apprentissage
le thème a tellement été galvaudé ici en France par ailleurs que quand on dit à un jeune, je t'envoie en apprentissage, c'est péjoratif pour lui. On doit pouvoir, ouais, c'est réducteur. On doit pouvoir changer de paradigme. Il a dit non. Si tu deviens, aujourd'hui par exemple au Bénin, il y a un manque criard de soudeurs, de vrais soudeurs. Avec le développement industriel qu'il y a, il y a un manque criard de vrais soudeurs. Pourquoi ne pas réfléchir à des curricula de qualification d'ingénieur, d'ingénierie, ou même de Bac plus 2, Bac plus 3, dans ces métiers-là. Vous voyez, il y a cette réflexion qui reste aussi à faire. Sinon, bon, on aurait fait le tout. Il n'y a plus de développement, etc., etc. Voilà un peu, je peux vous dire cette chose-là. Sur le cas du Bénin, on va rester encore au niveau du continent. En termes de leadership, comment voyez-vous le leadership de nos dirigeants à la tête de nos États de façon globale sur le continent? Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Hein. Nous avons au Cameroun encore à 92 ans un monsieur qui voudrait encore être candidat. Je respecte tout le monde, mais pour moi, c'est lamentable. C'est pas un leadership? Non. Non. Le leader, c'est quand il faut laisser la place. Il dit là, le moment est venu, je dois passer la main. J'aime bien cette expression que le président a utilisée devant les élus locaux la dernière fois. C'est la dernière fois que je vois pour passer la main. C'est profond de sens. Et ça, malheureusement, au Cameroun, on ne l'aura pas. Décidément, vous ramenez tout à la personne du chef de l'État. Alors, moi, je l'adore. Donc, nous sommes sur le continent. Et le continent, oui, d'accord. Si on prend le Cameroun, par exemple, Monsieur Biya, c'est ça? Oui, Paul Biya. J'ai été très surpris qu'à 92 ans, il puisse se représenter. Il a sûrement ses raisons. Mais pour moi, ce n'est pas un leadership. Il n'y a aucune anticipation pour la relève. Ça veut dire que ce monsieur, il va mourir au pouvoir. Avec la bénédiction des jeunes qui se sont mobilisés encore pour lui donner 40 millions pour déposer, je crois, pour sa caution. Pour sa caution et tout. Mais c'est une jeunesse qui se leurre. J'ai pitié pour eux. Franchement. Mais vous ne verrez pas ça chez nous, ça. Non. Vous ne verrez pas ça dans certains pays. Mais le problème de nos leaders se trouve à quel niveau? Le problème se trouve qu'ils pensent que c'est eux qui détiennent la vérité, que c'est eux qui détiennent les méthodes de développement. Ils détiennent que, le pouvoir pour eux, c'est un honneur qu'il faut garder jusqu'à la fin. Vous savez, on a la notion du chef en Afrique. Le chef, il doit être au pouvoir jusqu'à sa mort. Le chef, le pouvoir ne se transmet pas. On a vu ça dans ce pays aussi. Le roi meurt au pouvoir. Et ça, certains n'ont pas encore compris qu'on est dans une république. C'est tout. Et ce n'est pas que le Cameroun. Il y a beaucoup de pays. Nous avons vu le président Robert Mugabe. Nous en avons vu en Zambie. Voilà, c'est malheureux à dire. Vous l'avez relevé il y a un instant, les ressources, c'est pas ce qui manque sur le continent. Oui. Nous avons d'énormes richesses et pourtant, nous sommes là, on ne bouge pas. Le continent reste toujours empêtré dans des questions de corruption, de pauvreté. Est-ce que le déclic, vous pensez que c'est un défaut de vision de nos leaders? Il y a un défaut de vision et il y a que pendant longtemps, on a laissé les autres gérer nos ressources. D'accord. Et on n'avait pas notre mot à dire. Avant, pour nous acheter le coton, c'est celui qui l'achète qui fixait le prix au détriment de notre économie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas pour certains pays. Parce et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que ces ressources deviennent rares. Et donc, c'est une occasion pour les pays africains à saisir pour dire, voilà, ça, c'est nos ressources. Et si vous les voulez, voilà le prix. Non, on peut négocier. On va les jouer, il faut qu'on les joue à la trempe, quoi. Ce sont nos ressources, nous vendons notre ressource à qui on veut et au prix où on veut. Avant, la ressource première est vendue à l'ancien colonisateur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voyez la République démocratique du Congo. C'est pétri de ressources. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant longtemps? C'est les étrangers qui ont géré les ressources et qui font une petite ristourne au pays. Et pendant ce temps, le peuple meurt. Le Niger avec l'uranium, c'est pareil. Pendant longtemps,
c'est les Occidentaux qui ont géré les ressources. Aujourd'hui, le peuple africain doit prendre en main. Ils ont les gens qu'il faut, ils ont les compétences qu'il faut. Et dans ces conditions, vous pensez que l'Afrique est vraiment en marche vers une souveraineté économique? Oui, l'Afrique en marche, mais ça se construit. Ça se construit. Moi, je ne suis pas économiste, mais ça se construit. On doit avoir une vision, on doit avoir une programmatique, sans être pressé. Ça doit se construire pierre par pierre. On n'est pas en retard? On est en retard, mais on va rattraper le retard. Vous avez vu en 40 ans ce que la Chine a fait. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Pendant longtemps, qu'est-ce qui se passait? Les États-Unis inventaient, les Chinois essayaient d'acheter les brevets et font mieux que les États-Unis. L'Europe n'est là que pour réglementer. Les Africains et les Asiatiques, certains pays de l'Asie consommaient. Nous, on était juste des consommateurs. Aujourd'hui, moi, je reste persuadé que d'ici 15-20 ans, la géopolitique va tourner entre l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. Quand je dis souvent la France, aujourd'hui, il y a un musée qu'on visite, on me tape dessus. On ne peut plus fabriquer ça en France. Ça ne sera plus compétitif. Par contre, au Singapour, ça se fait. Et pourquoi pas chez nous? C'est ça le problème. Et donc, c'est une question de programmatique. C'est une question d'industrialisation. On est très en retard dans l'industrialisation. Pour que cela soit le cas chez nous, il nous faut finir avec un certain nombre de problèmes. Nous voyons comment nos leaders dilapident nos ressources. Nous avons des chefs d'État les plus riches du monde parce que, justement, ils profitent des faiblesses du système. Ils ne s'occupent pas des questions réelles. On n'a vraiment pas le sentiment qu'ils sont aussi préoccupés, tel que vous le dites, de l'avenir de notre continent. Oui, malheureusement, vous soulevez une problématique qui est réelle. Et si la solution se trouvait facilement, je vous l'aurais dit. C'est juste une question de mentalité, de respect, de valeur de celui qui dirige le pays. Est-ce que je dirige le pays pour mon propre ego ou que je dirige un pays que je veux amener vers le sommet ou que je dirige un continent que j'amène vers le sommet? Quand vous voyez tout ce qu'on fait comme sommet de l'UA, etc., qu'est-ce qu'il en ressort? À part les communiqués. De fortes recommandations. Avec les recommandations, des vœux pieux, et puis ils sont là, ils parlent, ils se serrent les pinces. C'est un peu ce que je dis aux jeunes aujourd'hui. Mais comment on change ça? On les remplace, on les chasse, une révolution? C'est peut-être ça qu'il faut voir peut-être du côté de l'autre panafricanisme que vous n'appréciez peut-être pas. Non, je dis panafricanisme BA. Enfin, on ne sait pas la différence parce qu'au moins eux, le discours est fort. Voilà, on sent que on a envie que les choses bougent, on a envie un changement radical. Mais nous avons eu des discours forts quand la plupart des pays, en Afrique, il y avait des coups d'État, les militaires venaient, il y avait des discours forts. On en est où aujourd'hui? Le discours fort doit s'accompagner d'un véritable plan de développement. Il y a 10-15 ans, des gens parlaient de plan Marshall pour l'Afrique et on demandait aux États-Unis et à l'Europe de venir l'exécuter chez nous. Non, c'est nous-mêmes qui allons créer notre... Mais qui peut porter le lead de ce que vous dites là? Les Africains, visiblement, regardez un peu la sous-région africaine. Nous avons des soucis, plutôt le Niger, le Burkina Faso a des soucis avec le Bénin, le Togo dans une moindre mesure. Et finalement, qui va porter le lead? Parce que si c'est le Bénin qui prend l'initiative, on va dire attention, lui on ne l'aime pas trop, il avait déjà dit quelque chose contre nous. Le Niger pareil, le Burkina Faso, et ainsi de suite. Qui doit le faire? Ne peut pas, on ne sait pas qui, c'est comment. Et on doit déjà faire une réforme de nos institutions régionales. L'UEMOA doit avoir une gouvernance forte. C'est la problématique aujourd'hui, désolé de faire ce parallèle, entre l'Union européenne et les États-Unis. Quand vous prenez l'Union européenne, quel est l'indicatif téléphonique? Ça n'existe pas. Il n'y a pas un pouvoir fort européen qui puisse rivaliser avec la Chine, la Russie et les États-Unis. C'est la même chose chez nous. L'UEMOA, là, peut rivaliser avec qui? On n'est pas fort. Certes, on a des choses en commun, l'OADA et tout ça, mais il faut aller vers une puissance politique sous-régionale très forte et que nos chefs d'État mettent sous le boisseau leur ego personnel et penser sous-région.
Là, je pense que petitement, ça pourrait arriver. Mais la solution miracle, je ne l'ai pas. Moi, ce que je peux dire, c'est juste que nous n'avons pas des organisations régionales fortes politiquement. Voilà. Est-ce que nous portons tous le vœu d'une Afrique forte et prospère? Comment renforcer la redevabilité des leaders à l'endroit des citoyens? Je pense que... Vous pensez, puisque vous donnez souvent l'exemple du Bénin, vous pensez qu'on peut demander des comptes à Patrice Talon? Il rend des comptes. Chaque ministre aujourd'hui fait la reddition des comptes. On ne parle pas de ministre, du C'est président. lui que nous avons élu. Voilà, on l'a élu. On peut le faire avec Macron. Ou, voilà, oui, si vous prenez la France, c'est la même chose qui se passe ici. Vous avez pris le mauvais exemple. La reddition des comptes en France, c'est l'adresse à la nation du président. Et ça se fait ici aussi. En plus, devant l'Assemblée nationale. On devrait se contenter de ça. Ben oui. Vous voulez qu'il fasse quoi d'autre? Puisque la méthodologie... Chaque chef... Peut-être que le prochain chef d'État aurait sa méthodologie. Qu'on l'adulera aussi, ou pas. Mais la méthodologie aujourd'hui, c'est que chaque ministre, chaque maire fait la reddition des comptes. On ne le faisait pas avant. Et les gens posent des questions. Quand vous voyez, vous faites des reportages, moi je le regarde. Je regarde la télé béninoise, toutes les chaînes, je vois. Et le peuple pose des questions et le peuple dit son insatisfaction dans les domaines de l'eau, etc. C'est ça la reddition des comptes. La reddition des comptes, ce n'est pas simplement accuser de ce qui n'a pas été. C'est dire ce qu'on a fait et c'est aussi dire ce qu'on n'a pas pu faire et qu'on pourra faire. Sinon, on n'est pas des hommes politiques, il faut se le dire. L'homme politique dit ce qu'il a fait et il en a toujours sous le boisseau pour la prochaine fois. On ne peut pas lui refuser ça. Sinon... Allez, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les leaders africains sont à la hauteur de l'enjeu de l'emploi des jeunes? Parce que c'est ce qui également, moi sur le continent, ce qui fait que les jeunes sont dans la cybercriminalité, ils sont dans le vol, ils sont dans l'alcool, ils sont dans, disons, les vices qui les empêchent de s'épanouir. C'est costaud. C'est le cas un peu partout, d'ailleurs. La cybercriminalité, la drogue, l'alcool, c'est le côté pervers de la démocratisation des réseaux sociaux. Que vous soyez aux États-Unis, en Europe aujourd'hui, ça monte en puissance au niveau des psychotropes ou des drogues, etc. Bien qu'on ait un système où on permet aux jeunes de quand même évoluer vers un avenir qui lui est peut-être tout tracé. Après, il y a aussi tout ce qui est éducation à la base. Il faut se dire les choses. Il y a des parents qui démissionnent. Quand les parents démissionnent, les enfants n'ont pas de repères, les enfants n'ont pas de valeur, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et en grandissant, sans repères, sans valeur, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Récupérés par la rue. Ils sont récupérés par la rue et ça devient dramatique. Dans votre tout dernier livre que j'ai en main, Deviens leader coach pour impacter le monde, vous parlez d'éthique et d'exemplarité. Est-ce que vous pensez que éthique et exemplarité de certains leaders est un frein majeur pour notre développement? Oui. Un leader qui n'est pas exemplaire ne donne pas envie des gens. Deuxièmement, l'exemplarité, c'est ce qui fait que la génération qui suit peut rentrer dans un canevas tout tracé. Le leader qu'il suit, s'il n'est pas exemplaire, je vous donne un exemple précis. Pendant les élections, souvent quand c'est les élections locales, les gens, ils vont solliciter les jeunes, votez pour moi, je vous ferai ci, je vous promets telle chose, etc., etc. Le jeune, il y croit, il y va, il les aide à s'élire. Et arrivé là-haut, il ne voit rien de ce qui a été promis. Pire, il ne pense qu'à eux. C'est quelle exemplarité, ça? Et après, il reviendra. Hein. Il dit, oh, bon, tu sais, on n'a pas eu le temps, cette fois-ci, vote encore pour moi, etc. Le jeune, après, il va faire comme ça. Je me rappelle un exemple précis, un jeune qui me dit, Fofo, il faut m'aider, il faut me coacher parce que je veux faire de la politique. C'est ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse.
Et je lui dis, mais tu veux faire de la politique, pourquoi? Il me dit, enfant, faut Prado. Littéralement, pour ceux qui ne comprennent pas fond. Ah ben, moi aussi, je veux avoir ma Prado. Toyota, c'est ça? Toyota Prado. Vous voyez? Parce qu'il a un exemple. Parce qu'il sait que celui qui est politique ou député, maire ou je ne sais pas trop quoi, qu'il prend comme exemple, il va chez lui, il en a 4, 5, 6. Et il se dit, il n'y a que la politique qui puisse l'amener à faire ça. Alors qu'aujourd'hui, on a toutes les conditions qui sont réunies pour créer son entreprise. Et comment dans ces conditions vous gardez un espoir de ce que le lendemain de l'Afrique va se faire avec des leaders bien mieux que ce que nous avons aujourd'hui? Je pense qu'il faut déjà former des jeunes à la base. Mais c'est-à-dire un jeune qui a envie de rentrer en politique. Oui, mais il n'est pas formé. Je suis désolé, je vais me faire taper du doigt, mais nos partis politiques doivent pouvoir avoir un plan de formation réel pour ces jeunes qui sont dans leur parti politique. Je pense que la loi parle de l'école des partis, etc. Ils doivent pouvoir former les jeunes au leadership réel. C'est quoi la chose politique? Comment on devient... On ne s'improvise pas politicien. Ça a été le cas pendant longtemps, je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. Avec la jeunesse qu'on a, la jeunesse du numérique, ils sont biberonnés au numérique aujourd'hui. Et donc, on doit pouvoir leur donner les outils pour pouvoir être politique. On ne peut pas être politique tout en improvisant tout le temps. Est-ce que le concept d'être leader et on se fait serviteur pour le peuple n'est pas utopique? Parce que ce que vous dites, je suis bien d'accord. Mais vous savez, ils sont nombreux, que ce soit députés, maires et tout ça, qui aussi ont cru à la chose, et parce qu'ils sont là aujourd'hui, ils en profitent. Pareil pour ceux qui viendront après eux. On a le sentiment que le système est comme ça, c'est bon pour tout le monde. Ça, c'est votre avis. Après, vous êtes sur le terrain. Hein. Moi, je ne vais pas faire le malin. Mon constat, c'est celui que je viens de vous dire. Ma solution, c'est l'éducation. C'est pas pour rien que dans d'autres domaines, on parle d'éducation financière, d'éducation à l'entrepreneuriat, et on parle jamais d'éducation à la chose politique. Pourquoi? Gérer un État. Comment on gère un État? On doit pouvoir le dire. C'est pas parce que les gens qui sont certains aujourd'hui se sont improvisés peut-être et qui arrivent là, le jeune, il voit le député a je sais pas s'ils ont un 4x4 ou je sais pas trop, rutilant, et qui pense que lui aussi, en restant les bras croisés, en attendant son tour, la politique c'est un métier. Je parle des hommes politiques, je ne parle pas des politiciens, moi. Les hommes politiques. Faire de la politique, c'est un métier. Moi, j'en fais. J'ai pas peur de le dire. Je n'en fais pas ici. Vous avez Prado aussi? Non, j'ai pas une Prado. Nous avons encore très peu de temps. Le sujet, il est très intéressant. Récemment, à la tribune de la CEDEAO, le président Patrice Talon a fait une annonce assez forte qui a fait le tour du monde à l'endroit de ses pairs. Pour lui, il faut reconsidérer la question de l'aide au développement. Comment vous avez décrypté ces propos? Je suis en train de le décrypter. Vous y êtes toujours là maintenant. Oui, mais je vais vous dire. Je pense que le président de la République est en train de lancer un appel à une coopération sud-sud forte, à un partenariat sud-sud fort, parce que pendant longtemps, on attendait toujours l'aide de l'extérieur. Aujourd'hui, on peut. Le Nigeria est fort, les États de l'Afrique du Sud, les grands États, il y en a en Afrique aussi. On pourrait aussi imaginer ou inventer des solutions. Je parlais au tout début de notre entretien de la mutualisation de nos ressources et de nos moyens, de la mutualisation de notre pensée politique. Si nous n'avons pas une mutualisation de pensée politique commune, on ne pourra jamais y arriver. Le chef d'État veut une sous-région forte économiquement et demande au Nigeria de faire un bout de chemin ensemble pour donner l'exemple à leur père. Et que ceux-là puissent voir que, on fait toujours un exemple pilote. Il demande un exemple pilote au Nigeria. Et moi, je ne suis pas contre cet état de choses, puisque nous l'avons dit tout à l'heure, notre sous-région n'a pas une institution politiquement et économiquement forte. Et pour y arriver,
c'est l'aide sud-sud sans occulter l'aide étrangère. On ne peut pas dire non, garder, etc. Mais l'aide étrangère doit être mieux calculée par les pays africains. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? On nous aide et on nous fait venir les gens. Si c'est pour une route, par exemple, on nous fait venir des gens du pays pour venir construire les routes et nos ingénieurs sont à carreau. Aujourd'hui, on est en droit de dire, OK, vous nous aidez, mais c'est nos ingénieurs, c'est nos entreprises qui le font. Oui. On peut lui reprocher tout, mais il avait une pareille vision de son vivant. Je ne sais pas si c'est la même chose, vous faites la même lecture, mais si on s'était approprié cette vision, on l'avait remodelée un peu, on l'avait nettoyée, est-ce qu'on ne pourrait pas en arriver un peu aux États-Unis d'Afrique comme il en rêvait? Oui, la cause du guide libyen était réelle. Mais le seul problème qu'il y avait, c'était sans concession. Vous l'acceptez ou pas? Il avait une idée, une stratégie. Vous rentrez dedans ou pas? Il ne s'est pas dit, moi je veux, mais. C'était ça son problème. Il a tracé la route, il dit, vous rentrez dedans ou pas. Donc du coup, ça n'a pas marché, puisque les autres chefs d'État aussi réfléchissent, ils pensent à leur pays. S'ils ne trouvent pas leur intérêt, il faut dire aussi que certains aussi étaient manipulés par l'extérieur. Donc voilà. C'est là la différence entre un guide et un leader. Le leader écoute ses pairs, le leader écoute son équipe. Le guide libyen n'écoutait personne, il n'écoutait que lui. Je suis désolé. Il n'écoutait que lui. Donc ça ne pourrait pas marcher, même si la cause était noble. Allez, le dernier point de nos discussions. Oui, Franck, avec M. Raymond Zekbar, nous allons essayer justement de dessiner le portrait du prochain président de la République. Et vous le savez, 2026 est une année électorale pour les Béninois. Selon vous, à quoi va ressembler le prochain président de la République? Un profil, hein. Oui, bien sûr. Ça fait que le vôtre, hein? Ah non, pardon. Pardon. Pourquoi pas? Non, moi je suis pas ici, je n'ai pas participé, j'ai pas de responsabilité au Bénin et je n'ai pas la prétention de dire que j'ai les capacités de connaître mieux le Bénin que les autres, etc. Il y a un code électoral, il y a une charte des partis, c'est les partis qui décident. C'est clair aujourd'hui, ça va être soit quelqu'un des partis reconnus par l'État qui ont les parrainages, etc. etc. Et moi, je ne rentre pas dans ce cas-là. D'accord. Donc, ça, il y a... Donc, on fait un trait sur votre nom. Voilà. Donc, le portrait robot, c'est il faut quelqu'un qui hérite sans détruire. Le régime aujourd'hui a mis la barre haute. Est-ce que ce régime a donné cet exemple? Oui. Hériter sans détruire. Oui. Certains Béninois n'ont pas cette même compréhension. Je leur concède. On ne peut pas... Est-ce que vous avez les bons retours? On ne peut pas plaire à tout le monde, hein, vous savez. Qu'est-ce que Patrice Talon a préservé du régime de Yahya Boni? Je vais répondre autrement à la question. Patrice Talon a installé ce qu'on appelle la continuité de l'État. Pour 2026, c'est pas pour rien, selon moi. Je suis pas dans le secret des dieux, mais quand je fais l'analyse, c'est pas pour rien qu'on vient d'adopter Bénin Vision 2060. C'est pour que les prochains puissent rentrer dans cette dynamique-là. Et aucun président n'a jamais mis la barre haute pour imposer à son prédécesseur de continuer sur cette voie-là. Au moins ça, on peut le reconnaître. Oui, la crainte également réside à ce niveau. Oui. Comment maintenir la barre haute? Ça se dit dans les sphères politiques, ça se dit au niveau des acteurs, les observateurs de la vie politique de notre pays, ceux qui sont dans le développement réellement. Comment maintenir la barre haute? Quand je réponds ça à mes amis, je vais vous donner la réponse, mais quand je dis ça à mes amis, ils ne sont pas contents. Quand on me pose la question, je dis c'est une insulte à ceux qui sont là, à la classe politique béninoise. Pourquoi? Que ce soit l'opposition ou la mouvance. Ils voient ce qui se fait aujourd'hui. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Le peuple n'acceptera pas. Le peuple n'acceptera pas qu'on regresse. C'est le même peuple qui dit que la méthode Talon, elle est trop dure. Une partie du peuple. Attention, une partie du peuple. Ça reste le peuple. Oui, une partie du peuple.
Moi, je ne fais pas partie de ceux-là. On nous dit souvent, les gens de la diaspora, vous soutenez le président Talon, vous n'avez rien compris, etc. Moi, je pars du principe que pour nos pays africains, vous ne pouvez pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Il en a cassé suffisamment, hein? Vous ne trouvez pas? Lesquels? Ah ben, c'est une question que je vous pose. Alors, la meilleure chose qui soit arrivée au peuple béninois. Vous étiez en train de dresser le portrait. Il faut quelqu'un qui hérite sans détruire. Oui. C'est le premier aspect. Voilà. Et il faut quelqu'un qui travaille dans la stabilité sans tomber dans l'immobilisme. Parce que quand on ouvre une nouvelle ère pour un pays, le premier qui ouvre l'ère, c'est lui qui fait le sale boulot. C'est lui qui construit, envers et contre tout. Et le risque, c'est que celui qui prend le relais se dise, tout est déjà tracé, tout est déjà fait, moi je viens, je gère. Il doit pouvoir être aussi inventif pour continuer cette œuvre-là. Donc c'est pour ça que je dis, être stable dans la stabilité et non dans l'immobilisme. Mais aussi dans la loyauté à ce que le peuple a fait jusque-là à travers le président actuel. Alors, quand vous dressez ce portrait, vous voyez qui? Vous qui maîtrisez un peu l'entourage du chef de l'État. Je ne maîtrise pas l'entourage du chef de l'État. Ben, vous connaissez les cadres béninois, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, vous pensez à qui? Je pose autrement la question. Oui. Quel est le visage que vous voyez? Personne. Je ne le... On va vous mettre des noms? Non, non, non. On va vous mettre des noms. Vous savez... Oui, vous êtes libre de répondre. Non, attendez, comme tout Béninois, chacun a son avis sur la question. Oui, vous avez le vôtre. Mais je ne le dirai pas. Alors, selon votre intime conviction. Mon intime conviction, je la garde. Le portrait que vous avez pour moi-même. Vous n'avez pas peur de représailles? Non, ce n'est pas peur. Parce qu'ici, on a le sentiment que quand on veut prendre le risque de parler de la succession, c'est compliqué. Il y a beaucoup de mystères. Même les partis politiques n'en parlent pas. Moi, je sommes dans une démocratie. Alors, vous êtes un écrivain, vous êtes un scientifique, vous êtes un chercheur, vous êtes libre de vous... Ah non, franchement, je suis libre. Hein. Alors, et quand je ne vous répondrai pas. Vous pouvez tenter. mais non, c'est pas respect pour les gens. Franchement, c'est pas respect pour les gens. Et nous avons un code électoral qui dit qu'il faut le dire quand Non, le code électoral n'a pas été précis. N'a pas été précis. En fait, vous avez une liste de noms que vous vouliez me soumettre. Absolument, je ne suis pas un jury. Pour voir si ça nous en avant quand même, nous avons des présidentiables. Il y a des présidentiables partout, les gars. Vous pardon, monsieur. Vous en connaissez OBR, par exemple? OBR. Oui, le bloc républicain. Vous en connaissez à l'UP Le Renouveau? Je vais vous donner... Dans les démocrates? Je connais des gens partout. C'est ma génération qui est au pouvoir. Par exemple? Non. Si je prends le BR, bon, je l'ai dit la dernière fois, il y a quelqu'un que j'adore au BR, c'est le président Biotchani. Vous allez dire, il a 70 ans, donc... C'est très malin de votre part. Voilà, c'est très malin de votre part. Mais on a dit vous l'appréciez. Hein? Pourquoi vous l'appréciez, le ministre d'État Ablai Biotchani? Parce que, bon, moi, je l'ai connu depuis le temps de Kérikou. C'est un vrai technocrate pour moi. Et je pense qu'il est au poste où il devait être, en fait, chargé de l'action gouvernementale. Parce que nous n'avons pas institutionnellement un poste de Premier ministre. Et je vois que c'est quelqu'un de calme, de dense, et qui a fait ses preuves. Et son leadership me plaît. C'est un leadership doux. On parlait tout à l'heure de bienveillance. Voilà. Monsieur Zemmour. Non, c'est ça? Oui, je crois que l'exercice, ça coince un peu. On va vous laisser le temps de... À votre prochain voyage. On fait le vœu de silence sur notre liste. Allez, quel message vous laissez aux Béninois avant de repartir en France en attendant de vous revoir très bientôt? Je viens souvent. Pour terminer. Non, mais moi, pour dire ce que je peux dire aux Béninois, c'est pour réussir, il faut de la patience, il faut de la tempérance et il faut de la tolérance envers nos hommes politiques, qui qu'elles soient, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition. Et aux hommes politiques, je leur dirais aussi de vraiment penser, de encore plus mieux réfléchir aux besoins du peuple, aux besoins de développement de notre pays. S'il y a des gens qui ont des velléités présidentielles, qu'ils y pensent à deux fois, qu'ils s'oublient et qu'ils se disent en eux-mêmes, est-ce que je suis capable
pour le pays. Parce que capable pour soi, on l'est tous. Vous l'êtes, je le suis. Mais capable pour le peuple, il n'y en a pas beaucoup. Sinon, tout le monde serait président de la République aujourd'hui. Et dans leur intellectuel, dans leur honnêteté intellectuelle, qui puisse se dire non, c'est pas moi, qui force pas, et que tout se passe dans la paix, l'apaisement, et que le Bénin puisse encore donner un exemple éloquent d'alternance ou pas au pouvoir. Voilà. Propos de Raymond Zekpa, il est par ailleurs coach médiateur socio-économique, acteur engagé pour une transformation durable et continue du leadership en Afrique francophone. Il était notre invité sur la problématique du développement de l'Afrique, quelle part de responsabilité des leaders politiques. Vous avez été, votre soif a été assouvie, mesdames et messieurs, certainement par ces développements. Vous l'avez écouté, c'est un compatriote de la diaspora. Merci à chacun et à tous. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à vous, Eric. Merci, Franck. À très bientôt. Merci. Merci pour votre invitation et bon vent à vous. Merci beaucoup. Au revoir.